Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de laisser vos 5 étoiles sur iTunes et à mettre votre commentaire. Merci. Benoît Janson est restaurateur d'art à Paris. Son nom et sa profession ont reçu un coup de projecteur médiatique lors des travaux de la boutique parisienne d'Oscar de la Renta en 2019, tout près des Champs-Élysées. Il faut dire que l'histoire est extraordinaire. Derrière un mur, un tableau du XVIIe siècle de 6 mètres sur 3 a été découvert, que Benoît a été chargé de restaurer. Et justement, devant une œuvre endommagée, son œil travaille comme des rayons X. Il s'enfonce sous la surface peinte pour décrypter ce qui n'est pas visible et envisager la réparation appropriée. Lui qui a restauré les tableaux et les sculptures des plus grands artistes du XVIe siècle jusqu'à nos jours, m'a aussi raconté quelques-uns des plus grands moments de ses 40 ans de carrière au contact des œuvres de Monet, de Soulages, de Basquiat ou de Niki de Saint-Phal. Comment restaurer des œuvres sans trahir les artistes ? C'est la question de la semaine. Écoutez sa réponse, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à m'épanouir à travers la création des autres, en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la restauration d'œuvres d'art ? Je suis le fils du peintre Marc Janson, donc je suis né dans un pot de peinture. Et c'est vrai qu'à la maison, il y avait mon père qui avait une grosse personnalité. Les relations n'étaient pas simples. Les relations étaient très compliquées. Et tout tournait autour de lui. Donc pour moi, ça a été difficile de trouver mon équilibre, de me détacher de lui et de trouver, je dirais, ma source de respiration. Et la restauration, c'est une rencontre qui vous a aidé, c'est ça qu'il faut comprendre ? Alors la restauration, en fait, c'est vrai quand on était enfant, on était parti en Italie à Milan pour une exposition que mon père faisait là-bas à cette époque. Et il avait un ami qui était peintre, qui s'appelait Luigi Dalla Vigna, qui était peintre et qui faisait de la restauration. Et alors on est allé chez lui, puis j'étais un petit peu fasciné, moi, par toutes ces petites fioles, ces pigments, ces choses comme ça. J'étais pas brillantissime en études, et à un moment, mes parents m'ont dit, bon, mais il va falloir quand même que tu prennes une décision, savoir ce que tu veux faire. Et tout de suite, j'ai pensé à la restauration. Toucher à la peinture sans pour autant être peintre. Toucher à la peinture sans pourtant être peintre, parce que j'estime que le peintre, c'est quelqu'un qui arrive à transmettre ses émotions, son inconscient ou son conscient sur un support, tandis que le restaurateur, c'est quelqu'un qui doit justement s'effacer par rapport à ça. Enfin, quand je dis s'effacer, c'est-à-dire que lui, il a une mission, ne pas trahir la création de l'artiste. On va parler de ça parce que c'est au centre de votre travail, c'est au centre de votre éthique. Mais avant, en janvier 2019, il y a eu un coup de projecteur mondial sur votre nom, sur votre profession. Racontez-moi. Oh, ça a été une aventure extraordinaire pour moi, parce que pour vous raconter l'histoire telle qu'elle a démarré, en fait, le groupe Oscar de la Renta, qui est un groupe américain de vêtements de luxe, signe un bail pour 10 ans. Les architectes commencent à tout casser parce qu'ils voulaient faire une boutique luxueuse. Et en fait, ils commencent à casser un plafond et ils découvrent que sous ce plafond, en fait, il y a une espèce de décor de la fin du 19e qui n'est pas de grande qualité esthétique, mais qui est très décoratif avec des caissons, des blasons. On le conserve, on le met à nu, on le restaure et on essaie d'embellir tout ça. Bon. Et en fait, au fond de la pièce, il y a une grande pièce et un mur qui fait 3 mètres sur 6 mètres. Et les ouvriers commencent à casser ce mur
Et en fait, on s'aperçoit que derrière ce mur, il y a une œuvre qui est marouflée sur le mur derrière. Alors, en fait, on découvre une œuvre qui fait 3 mètres sur 6 mètres, qui est une toile qui est marouflée sur le mur, qui est tout noir. C'est noir, on voit à peine le sujet. Et en fait, très justement d'ailleurs, ils disent, voilà, c'est un tableau qui date de 1674, avec un côté aussi un petit peu orientaliste, parce qu'on voit les Turcs ottomans tout habillés de rouge, qui préparent des montures pour le marquis de Nointel. On voit Mais quand vous me dites on voit au départ, l'œuvre est noire, donc là vous reconstituez après votre travail. Oui, là je reconstitue après mon travail. Mais quel était votre premier sentiment quand vous êtes devant l'œuvre alors qu'elle est encore obscure? Bon, alors moi en tant que restaurateur, la première impression c'est de faire un peu la stratigraphie, essayer en fait d'anticiper, je dirais, avant même de commencer. C'est-à-dire que mon œil doit essayer de comprendre pourquoi, sous cette espèce de crasse, sous cette espèce de vernis jauni, qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça doit être, par exemple, les marrons, en fait, c'est du rouge, les gris, c'est du bleu, les bleus, c'est des verts. Enfin, il y a plein de nuances qu'en fait, on sait pratiquement à l'avance. Et puis j'ai vu aussi quand même, même sous cette crasse, que c'était quand même un tableau de belle qualité esthétique. Ce que je retiens, c'est que l'œil du restaurateur, d'abord, il cherche à décrypter ce qu'on ne peut pas voir. Voilà, décrypter ce qu'on ne peut pas voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ce magma de crasse et de vernis et d'anciens repeints. Et puis ma première impression aussi, c'est curieux parce que moi j'ai vu ça comme une espèce de diamant avec plusieurs facettes. Parce que pourquoi ce tableau était caché derrière un mur, ce côté découverte. Et c'est formidable parce que pour un restaurateur, c'est une fois dans sa vie qu'on a ça. Pour moi, c'est le Graal. C'est vrai que j'ai 40 ans d'expertise, 40 ans de métier. Avant ça, j'étais déjà connu. Mais là, c'est incroyable. Tout d'un coup, moi-même, j'aurais voulu faire une communication. Pour ça, j'y serais jamais arrivé. Imaginez que le New York Times vous téléphone, commence à discuter avec vous, et puis vous fait la première page du New York Times, avec CNN qui passe, et puis ça a déclenché un processus médiatique incroyable, des articles dans le monde entier, dans toutes les langues, en chinois, en albanais, en vietnamien, en tout ce que vous voulez. C'est une aventure extraordinaire pour moi. Alors d'autant plus que le métier de restaurateur est un métier discret, voire un peu caché. Oui, c'est vrai. Dites-moi, est-ce que parfois on n'a pas peur de dire qu'une œuvre a été restaurée, c'est-à-dire qu'elle a été endommagée? Est-ce que c'est pas un peu la raison derrière ça? Mais c'est-à-dire que bon, quand vous restaurez un tableau contemporain qui appartient à un marchand, le discours n'est pas le même que quand vous restaurez un tableau pour un musée. Parce que dans les musées, bon, il y a tout ce côté recherche scientifique, il y a tout un côté déontologique, éthique, et finalement, l'importance n'est pas la même que si on restaure un tableau pour un marchand contemporain, par exemple, qui doit vendre une œuvre. Moi, je ne suis pas là pour cacher ma restauration, parce que j'estime qu'une restauration, quelle qu'elle soit, elle doit être documentée. On doit pouvoir donner la traçabilité, je dirais, de ce qu'a fait un restaurateur. Alors quand vous dites, c'est vrai, on est un petit peu caché, on est un petit peu sous-jacent. C'est vrai on est comme ça, parce qu'on doit aussi avoir... on est un petit peu comme des médecins, un petit peu comme des avocats. On sait beaucoup de choses et on doit surtout pas trop raconter. Voilà. Est-ce que ça veut dire que éventuellement une œuvre d'art pourrait perdre de sa valeur marchande après qu'on ait appris qu'elle était restaurée? Est-ce que ça peut arriver? Alors, moi j'estime qu'une œuvre d'art, si elle est restaurée à plus de 20%, je pense que c'est une certaine honnêteté
volonté du restaurateur, des protagonistes qui sont autour de ce tableau, d'en informer les futurs acquéreurs. Je pense que c'est la moindre des choses. En ce qui concerne la dépréciation d'une œuvre, il faut vraiment que ça soit une œuvre qui soit vraiment endommagée de façon considérable. Si ce n'est que, voilà, si c'est quelques petits accros, un nettoyage, ça fait partie intégrante de la conservation des œuvres. De leur vie. Et de leur vie. Parce que c'est vrai que le but, c'est de faire une intervention de restauration qui soit la plus puriste possible. On n'est pas là comme au 19e pour repeindre des tableaux, on n'est pas là pour faire de la création. On est là vraiment pour respecter, je dirais, la création d'un artiste et surtout de ne pas le trahir. Alors, une belle restauration, c'est une restauration qui, pour moi, est invisible à l'œil nu. Mais ce qui n'empêche qu'on peut la regarder en fluorescence ultraviolet et puis s'apercevoir qu'elle est restaurée. Tout ça, c'est vraiment très spécifique à chaque tableau. Moi, je me rappelle par exemple d'avoir vu le Fifre de Manet au musée du Jeu de Paume. Et puis à l'époque, j'étais stagiaire au Louvre et j'ai vu ce Fifre de Manet que j'avais vu avant avec une espèce de patine jaune qui était magnifique. Et quand je l'ai vu aux ateliers du Louvre en train d'être déverni, c'est vrai, j'ai été déçu. J'ai trouvé que ce tableau avait effectivement gagné d'un certain côté, mais perdu d'un autre. Parce que il y avait un côté peut-être un peu trop interventionniste. Ça veut dire que toute restauration est une interprétation aussi. C'est une interprétation, mais une interprétation qui doit être bien calculée quand même. Je pense que la restauration, c'est comme un collectionneur, c'est un œil pour moi. C'est-à-dire qu'au fond, l'œil du restaurateur, c'est un œil qui voit l'œuvre de l'intérieur, comme elle est de l'intérieur. Voilà. Le restaurateur, c'est quelqu'un qui fait une espèce c'est un peu comme une radiographie, parce que son œil doit et voir ce qui est et essayer de savoir ce qu'il ne voit pas. Par contre, il ne doit pas se disperser, il doit rester vraiment dans la partie du dommage qu'il doit restaurer. Quand je vous disais tout à l'heure, ce que j'aime bien, c'est une restauration illusionniste où on ne voit pas la restauration. Bon, c'est, je dirais, en général, mais il y a des tableaux, des œuvres, des tableaux, ou des sculptures, ou des objets, ou plein de choses. Parfois, on ne peut pas arriver à quelque chose d'illusionniste. Donc ça peut se voir un petit peu. Mais le but, c'est vraiment de respecter la zone qu'on doit restaurer. Quels sont les dommages auxquels vous êtes confronté le plus fréquemment ? C'est souvent des tableaux qui ont besoin d'un nettoyage parce qu'ils sont restés dans des endroits de conservation qui n'étaient pas adaptés. C'est des tableaux qui ont besoin d'être tendus. Bon, ça, on fait ça assez fréquemment. Mais après, il y a le stade supérieur, c'est-à-dire des tableaux où l'artiste, quel qu'il soit, même génial dans la conception de son œuvre, a travaillé avec des matériaux qui ne sont pas réellement miscibles les uns avec les autres ou compatibles les uns avec les autres. Alors, ça, c'est particulièrement l'art contemporain. Ça, c'est particulièrement l'art contemporain. Là, moi, je suis confronté à des œuvres, j'ai restauré. Je suis peut-être le seul au monde, je le dis, parce que ça me fait toujours plaisir, d'avoir restauré plus de 100 soulages. Enfin, quand je dis le seul, avec mes collaborateurs. Donc, les soulages, je les connais bien, tous les soulages, principalement des années 50. C'est des tableaux que je connais bien, mais qui posent des problèmes techniques, parce qu'à l'époque, Pierre Soulages utilisait du goudron, utilisait des mélanges d'huile, de goudron, qui finalement sont des matériaux qui se dégradent assez facilement, qui posent problème à des changements hygrométriques, remplis de craquelures, remplis de soulèvements, remplis
de plein de choses qui sont extrêmement compliquées à restaurer, surtout chez Soulages. Alors, le cas de Pierre Soulages, c'est intéressant parce que c'est un artiste vivant. Oui. Quel a été votre rapport avec Soulages au moment où vous avez fait vos restaurations? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, que lui ne pouvait pas faire? Alors, je vais vous dire que Pierre Soulages, c'est un monsieur que je ne connais pas. Enfin, quand je dis que je ne connais pas, c'est-à-dire que je l'ai rencontré plusieurs fois, mais c'était dans un cadre où j'étais le technicien et que de toute façon, Pierre Soulages, lui, ne peut pas restaurer ses œuvres lui-même. Lui, c'est un créateur, il a sa technique, il a son fonctionnement. Nous, en tant que restaurateurs, on a quand même des restrictions au niveau des matériaux. On ne peut pas utiliser les matériaux que les artistes ont utilisés. À cause de la différence d'époque, peut-être. À cause de la différence d'époque et à cause aussi du fait que on fait un travail scientifique, on essaye d'utiliser des matériaux qui imitent exactement la façon dont le peintre a créé, mais on n'utilise pas forcément ces mêmes matériaux. Je parle de peinture là, mais la base, c'est les pigments. Les pigments, c'est la base de toutes les peintures. Donc nous, avec nos pigments et nos matériaux de substitution, on arrive à recréer toutes les couleurs, le noir de Soulages, on arrive à faire tout ce qu'on veut. Et puis, nous, on utilise des choses que les peintres n'utilisent pas, parce que nous, on utilise des adhésifs pour recoller. L'avantage avec Soulages, c'est qu'il est vivant. Et est-ce que vous avez eu clairement son agrément? Oui. Alors, je vais vous dire, c'est curieux, parce que j'ai eu son agrément automatiquement, puisqu'il était en relation avec les marchands qui m'envoyaient chez lui. Mais cet agrément, je l'ai eu jamais directement avec lui. Parce que M. Soulages est un monsieur, vous, je crois que vous le connaissez probablement mieux que moi, mais c'est quelqu'un qui, de mon côté, était plus difficile à aborder. Vous avez commencé à évoquer la nature des matériaux que Soulages utilisait dans les années 50. En dehors de ça, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile, de spécifiquement difficile dans ces restaurations des œuvres de Soulages de cette époque? Oui, ce qui est difficile, c'est que, en fait, Soulages, dans les années 50, il travaillait sur des toiles de lin, principalement. Et alors, il mettait une préparation à base d'huile, qu'on appelle un peu la céruse. Et cette espèce de préparation blanche recouvrait la toile. Et c'était une préparation préalable à la matière que lui appliquait sur cette toile. Le problème, c'est qu'il y avait certaines toiles qui étaient réactives, qui déclenchaient en fait, en fonction des changements hygrométriques, des mouvements de la toile, et qui décollaient la préparation, enfin qui décollaient en tout cas la matière de la préparation. Donc il y avait une instabilité dans les matériaux même de la toile. Il y avait une instabilité et pour un restaurateur, c'est très difficile d'arriver à la matière picturale par derrière parce qu'on n'avait aucune solution, on était bloqué par cette céruse qui nous empêchait d'arriver à refixer par le revers. Donc on était obligé de travailler sur la couche picturale elle-même. Et c'est très difficile parce que une matière comme Soulages est une matière qui est censée être homogène, même dans ces sillons, dans cette matière qui a de toute façon des incompatibilités, il y a des bulles, il y a plein de choses qui font que, mais on peut très peu y toucher en fait, parce que si on lustre la peinture, on l'abîme, on peut la détériorer, si on vernit, on modifie l'aspect chromatique de l'origine. Enfin, on est toujours bloqué par plein de choses. Et alors, c'est là où j'ai beaucoup de respect, justement, même pour ces artistes qui finalement nous posent des problèmes, nous, en tant que restaurateurs. Mais c'est formidable, parce que finalement, un créateur, il ne raisonne pas comme un restaurateur, il ne raisonne pas forcément sur la pérennité de son œuvre, sur la conservation de son œuvre. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est de prendre, il envoie sa peinture sur les toiles, il gratouille avec ses râteaux, il travaille dans la matière, il voit comment la lumière vient s'insérer dans tous ces sillons.
Bon, et puis alors évidemment, ben voilà, ça peut se dégrader avec le temps parce que il aurait peut-être utilisé d'autres matériaux, ça serait peut-être différent, mais certains artistes intègrent, je dirais, les problèmes qu'ils rencontrent dans la technique de leurs œuvres. Donc ils considèrent que bon, ben, finalement, au départ, elle était comme ça, après elle s'est détériorée à cause de X ou Y raison, et finalement, ils acceptent de revoir leurs œuvres dans l'état où elles sont. Bon. Mais alors, après, si on rentre dans le point de vue de certains collectionneurs, entre guillemets, qui évidemment aujourd'hui soulagent, ça représente, c'est beaucoup d'argent. Bon, alors les gens qui ont beaucoup d'argent, ben, ce qu'ils veulent, c'est un tableau qui est parfait. Quand ils mettent un tableau qui vaut 5 millions à leur mur, ben, il faut que ça soit parfait, qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, on rentre dans dans d'autres considérations, je dirais esthétiques. Bon, nous, notre métier de restaurateur, on n'est pas là pour s'adapter. Moi, je ne m'adapte pas aux desiderata des uns ou des autres. Moi, j'essaye de faire mon métier le plus sereinement possible. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir quelqu'un qui vienne avec un tableau en vous demandant une restauration alors qu'il n'y avait pas d'intervention à Bien faire? sûr, ça m'est arrivé qu'on me demande des choses un peu particulières, Par oui. exemple? Par exemple, pour parler de Poliakov, je restaurais aussi beaucoup de Poliakov. Poliakov, en général, c'est une peinture qui a un aspect un peu mat. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait l'esthétisme de la technique, l'esthétisme de l'œuvre et tout ça. Et alors, il y a des gens qui comprennent pas ça, qui pensent que en leur mettant un coup de vernis, ben, les couleurs vont être plus éclatantes. Mais je leur dis, mais vous savez, moi je ne le fais pas parce que c'est détruire une œuvre en fait, de modifier. Pourquoi? Si Poliakov a décidé que ces tableaux étaient peints en mat, on ne peut pas les vernir. Donc ça m'est arrivé de refuser des choses comme ça, ou parfois, oui, mais ça, ce trait-là, il est gênant, vous ne pouvez pas un petit peu le maquiller ou un truc comme ça. Bon, c'est rare, hein, je veux dire, c'est des choses qui arrivent très rarement. Mais de toute façon, moi, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai toujours fait à ce que ce soit moi qui décide la façon dont je dois restaurer. Voilà. Alors, il y en a, alors là, évidemment, on peut discuter qui veulent une restauration plus poussée, d'autres qui veulent une restauration moins poussée. Bon, tout ça, ça peut se discuter. Mais entre restaurer et modifier, on n'est pas dans la même configuration. Alors justement, revenons à vos tout débuts, parce que c'est là que vous avez appris tous ces principes. Vous n'avez pas eu une formation, je dirais, académique de restaurateur. Vous avez appris sur le tard. Racontez-moi comment. En fait, à l'époque, mon père donnait ses tableaux à Marouflé, enfin ses œuvres sur papier, chez un restaurateur qui s'appelait Cando. Et à cette époque, il y avait un jeune restaurateur qui s'appelait Édouard Deschlet, qui travaillait chez Cando et qui s'occupait plutôt de la couche picturale. Et mon père avait rencontré Édouard et lui avait dit, écoutez, est-ce que vous ne prendriez pas mon fils pour faire un stage? Il voudrait vraiment faire de la restauration, tout ceci, tout ça. Bon. Et Édouard, qui était un type charmant, a dit, ok, pourquoi pas. Et en fait, j'ai commencé chez Édouard Deschlet, qui était quelqu'un de généreux. D'abord, moi, j'étais dans une situation, voilà, il y avait mes parents, mon père, j'étais pas tellement bien dans ma peau. Et Édouard était un garçon, une espèce de générosité extraordinaire. Et il m'a pris un peu sous son aile. C'était plutôt la restauration, je dirais, ancienne. Je travaillais sur des tableaux 16, 17, 18, 19. C'était mon cœur d'apprentissage. Et moi, j'avais décidé de commencer la restauration d'art moderne et contemporain, parallèlement. Et puis finalement, à un moment donné, Édouard avait trop de travail, on travaillait pour la ville de Paris, donc Édouard a dit, écoutez, Benoît Janson va s'occuper du musée Carnavalet. Alors j'ai beaucoup travaillé pour le musée Carnavalet, j'ai beaucoup travaillé pour les églises de la ville de Paris, et moi, je continuais mon travail sur la restauration moderne et contemporaine. Alors, j'allais voir les artistes. Alors,
Moi, ma grande passion, c'était rentrer dans les galeries. Donc, j'étais fourré tous les jours, rue de Seine, rue des Beaux-Arts. Et je rentrais dans les galeries, je regardais ce qui se passait, je regardais les tableaux, c'était ma passion. Je passais ma vie là-bas. Déjà au départ, il y avait un peu mon espèce de déformation professionnelle parce que je rentrais dans les galeries. À l'époque, je rentrais, par exemple, j'allais chez Abel Rambert. Puis à l'époque, il avait des tableaux de Peter Claesen. Il fait partie de la figuration narrative. Et alors, moi, je voyais dans les années 80, début des années 80, sortir ces tableaux dans les galeries. Ça commençait à intéresser les collectionneurs. Et je me disais, tous ces tableaux de la figuration narrative, Monori, Peter Claesen, Télémaque et tout, c'est un vrai travail pour un restaurateur parce que c'est hyper compliqué, c'est des aplats, c'est travail à l'aérographe et tout. Donc je suis allé tous les voir, tel un espion qui rentrait dans leur atelier. Et puis alors j'étais là à noter les tubes de couleurs qu'ils utilisaient, à discuter avec eux, tout ça. Et finalement, on est devenus amis. Et puis finalement, encore maintenant, ben, ils restaurent plus leurs tableaux. Ils disent allez voir Benoît Janson parce que voilà, c'est. J'aimerais qu'on prenne quelques exemples à propos des défis que vous avez rencontrés avec certains artistes. Et je vais vous donner quelques noms comme ça. Alors, Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Alors Jean-Michel Basquiat, j'ai eu un jour un marchand qui m'a apporté en fait une porte de Basquiat. En fait, c'était un élément d'un triptyque de Basquiat. Et quand cette porte est arrivée, enfin cet élément du triptyque, toute la peinture était soulevée. Mais quand je dis soulevée, c'est-à-dire que on mettait son doigt tout cassé. Bon, alors quand j'ai eu ce tableau qui est arrivé, je me suis dit bon, bah, laissez-moi un petit peu de temps de réflexion et puis et je vous rappelle pour vous dire ce qu'il en est. Et je me suis dit, mais comment je vais restaurer ça? Et puis, bon, finalement, avec le temps, parce que moi, j'ai toujours des idées. J'ai toujours des idées. J'arrive toujours à m'en sortir. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est la chance. Je ne sais pas si c'est C'est moi. peut-être ça justement la créativité du restaurateur. Oui, on peut appeler ça effectivement la créativité du restaurateur, c'est vrai. Mais d'avoir des idées qui sont bien fondées surtout, parce que on ne peut pas se permettre sur un Basquiat ou sur n'importe quel tableau. Il faut bien réfléchir avant, en amont de la façon dont on va procéder. Et donc, bon, j'ai trouvé un système qui m'est venu, toc, et puis donc j'ai pu refixer complètement ce tableau. Et c'était vraiment bien. J'étais vraiment très fier de mon travail. Et ce qui m'a fait encore le plus plaisir, c'est quand il y a eu l'exposition La Fondation LVMH. à la Fondation LVMH, eh bien, j'ai retrouvé ce tableau que j'avais restauré il y a 25 ans. Et j'ai vu ce tableau avec les deux autres éléments qui étaient exposés, qui n'avaient pas bougé. Pour moi, ça a été ça me fait plaisir, ça. Et souvent, comme je vais beaucoup dans les foires, à Bâle et tout, je vois des tableaux que j'ai restaurés il y a 20 ans, 30 ans, que je retrouve, parce que les œuvres circulent entre marchands, entre collectionneurs, entre ventes publiques. Et je trouve que ça fait plaisir de voir les œuvres qui sont souvent des chefs-d'œuvre, enfin, pas toujours, parfois ça peut être Et ça fait plaisir, quoi. Monet. Alors Monet, moi j'ai une histoire extraordinaire avec Monet, parce qu'à l'époque je travaillais avec Édouard dans l'atelier de la rue du Chemin Vert. C'était une maison où il vivait avec un de ses amis. Il y avait l'atelier en bas, donc bon, il y avait toute une activité et tout. Et puis moi, bon, à l'époque je travaillais avec lui, mais je commençais déjà à vouloir me prendre un petit peu mon indépendance. Donc j'avais un studio à Montparnasse. Et un jour, un de mes clients, qui avait une collection extraordinaire, avec de 14 Fernand Léger, des Braque, des Picasso, enfin tout ce que vous voulez, me fait amener par son chauffeur, en Rolls, un tableau. Alors ce qui était amusant, c'est le contraste, parce que sur cette maison de la rue du Chemin Vert, il y avait l'atelier, et à côté, il y avait la soupe populaire. Alors, il y avait les types qui faisaient la queue pour la soupe populaire, une Rolls qui arrive avec le pont de la Tamise à Londres. Un chef-d'œuvre. Et alors, moi,
j'avais envie de le faire à la maison, à mon studio. Donc, j'avais fait rapatrier par un transporteur ce tableau et je me suis mis, j'ai pas bougé pendant 3 jours, c'était une petite intervention qu'il y avait à faire dessus. Et alors j'avais un grand lit, j'ai mis le chevalet, le tableau sur le chevalet, j'ai fait ma restauration, j'ai pas bougé pendant 3 jours, évidemment pour des raisons d'assurance et tout, que je ne pourrais plus faire aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une histoire qui est extraordinaire parce que dormir devant le pont de la Tamise à Londres, c'est quand même quelque chose qui arrive rarement quand même. Niki de Saint-Phal. Ah, Niki de Saint-Phal. Alors, Niki de Saint-Phal, en fait, j'ai commencé à restaurer pour Jean-Gabriel Mitterrand, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et alors un jour, je suis contacté par Jean-Gabriel qui me dit, écoutez Benoît, voilà, on a 2 sculptures en bronze qui font 300 kilos, qui représentent Horus et Anubis. Mais ces sculptures n'ont pas été peintes par Niki. Donc on cherche quelqu'un qui pourrait refaire exactement ce que Niki a fait sur les 2 premiers exemplaires d'Anubis et d'Horus. Alors du coup, je suis parti en Suisse, dans une banque, parce qu'il y avait ces 2 exemplaires. Et alors, j'ai reconstitué toutes les couleurs qu'il y avait sur toute la sculpture, sur chaque élément, avec photo. Je reprenais toutes les couleurs. Et du coup, j'ai refait 2 sculptures de Niki de Saint-Phal, exactement comme Niki de Saint-Phal les avait faites. Voilà. Est-ce que vous avez appris quelque chose d'essentiel pour vous-même pendant votre travail de restaurateur? Pour moi, la restauration, ça m'a sauvé la vie, je dis. Sauver la vie. Ah ouais, ça m'a sauvé la vie parce que j'étais pas bien quand j'étais jeune, j'étais indécis, je savais pas. Et c'est grâce à Édouard Deschlette, il m'a ouvert des horizons à l'infini, quoi. C'est le dernier moment de l'entretien, je l'appelle le moment de solitude. Mhm. Je vais vous confier le micro, ajouter ce que vous voulez à l'entretien. J'ai aimé cet entretien parce que je pense que j'ai été authentique avec mes lacunes et ma force. Voilà, je crois que... Et quel chance j'ai d'être interviewé par Philippe Ingard. C'est encore une nouvelle aventure. Voilà. Et j'espère que ça va continuer parce que ça me plaît. Merci Benoît Janson d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher, Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportraits.com. C'était Philippe Ingard, à bientôt.